près de Adana. C'est dans la ville de Sabanca, c'est un ville-village, quoi, si vous voulez. Bon. En 1922, nous avons quitté donc, la Turquie avec la guerre gréco-turque. Nous sommes allés en Grèce. De Grèce, on, a, on est passé en Bulgarie. Nous avons resté à peu près une dizaine d'années en Bulgarie. J'ai étudié là-bas dans un séminaire pour devenir prêtre, puisque ma mère, elle voulait absolument que je sois prêtre. Les prêtres chez nous, ils se marient. Hein. Bon, voilà. Oui, alors, à part ça. Et j'ai fait l'université de Bulgarie à peu près un an et demi. Donc j'avais 15 ans lorsqu'en 1930, nous avions des parents déjà, des familles ici en France. Alors, mon père, il a eu un contrat pour travailler dans les mines de Decazeville. Ah ouais, Decazeville. Ah ouais. Alors, avec ce contrat, on est venu en famille, mon frère, ma mère, mon père. Alors, nous étions 4. On est venu en France. D'abord à Marseille, on est resté quelques jours. Ensuite, on est monté à Decazeville. Mon père, il était là-bas, nous on est monté, mais mon père est devenu malade au bout de 6 mois parce qu'il n'a pas supporté, parce que c'est des mines de fer, je ne sais pas quoi. Voilà. Alors il est venu. Bon, ici, au Paris 5e, on a trouvé un hôtel où il y avait 200 chambres, où il y avait des Algériens, mais des gens très bien, à l'époque, avant-guerre. Je vous passe ça, c'est 1935 encore. Hein. Voilà. Quand il y a eu Alexandre III de Serbie qui a été assassiné, vous savez tout ça. Moi j'étais ici à Paris, voilà. Alors ensuite, donc, je ne pouvais pas aller à l'école, mais je faisais quelques cours du soir. Et ma mère, elle me mettait chez un tailleur que j'ai appris quelques bricoles, enfin bref. En 1934, il y a eu la fameuse bataille des fascistes à Place de la Concorde. Et quand je livrais un smoking là-bas au Royal... au truc de la marine. Oui, à côté de la marine et l'aviation, là, il y a la rue, voilà. Je voyais un peu les révoltés, les ouvriers, tout ça. Venez camarades, etc. Moi, j'étais gosse encore. J'avais peut-être 15 ans et demi, 16 ans maintenant. Bon, enfin bref, j'ai vu tout ça. J'étais presque à eux parce que mon patron, il ne me donnait même pas les 5 francs qu'il m'avait promis chaque semaine, il ne me donnait même pas. Et puis vous savez, quand vous êtes jeune, vous voulez manger une glace, vous voulez aller à un cinéma. Il y a des jours, les jeudis, là, à l'époque, le cinéma, il y a certains cinémas, c'était 0,50 centimes pour les enfants. Voilà. Donc je peux. Alors donc j'avais une petite révolte. Et ensuite, tailleur, j'ai appris un petit peu. Et puis je travaillais dans une maison avec. J'étais un demi-ouvrier, si vous voulez, à peine. Voilà. J'étais pas. J'avais à peu près 17 ans. Et puis en 1936, il y a eu les grèves. Avec les grèves, donc j'ai participé à la grève. Et on a adhéré au CGT à l'époque. Et puis on a gagné. Et puis j'ai touché 800 francs à l'époque de vacances payées. On a couru vers Tréport. Et Tréport, les hôtels, ils étaient vides. Il n'y avait rien. Oh là là, et les gens, les hôtellistes étaient contents. Les gens, ils venaient, il n'y avait plus de place ni rien. Voilà. Et j'ai passé 15 jours là-bas, je suis rentré. J'ai rien donné à ma mère. Bon, mais ma mère était bien contente, quoi. Voilà. Ensuite, 1937. En voilà que je reçois un papier. Je dois aller dans une caserne, recrutement, pour être sous les drapeaux. Mais vous aviez la nationalité française? Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, pas nationalité française. Vous étiez apatride? Voilà, comme on était apatride et on avait ce que je vous raconte, c'est historien. Beaucoup de gens, beaucoup d'Arméniens même, ils ne savent pas. Apatride. Et nous avions que les passeports anciens. On était comme les Russes et les Arméniens, ils étaient appelés directement dans l'armée française. Dans l'armée française. Les autres, c'était dans la Légion étrangère, c'est pas la même chose. Alors mon premier régiment, comme j'avais nommé que je parlais plusieurs langues,
hein. Turc, arménien, bulgare. Ouais, Hein, ça fait... les langues orientales. Hein. Oui, alors ils m'ont envoyé au 30e régiment, régiment administratif, ici à. Comment ça s'appelle euh, euh, j'ai des pertes de mémoire maintenant. Hein. Bon, ben, j'espère que je serai moi comme ça à aussi, hein. 95 mois. Ah oui, mais j'ai Moi aussi. 95 ans. Oui. Ouais. Machin là. Ah, mince. À Vincennes. Non, 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 ici à. Au Fort d'Ivry. Non, non, non. Maison-Alfort, non. Mais non, le grand, à côté de l'école militaire, là, le grand machin. Ah, aux Invalides. Aux Invalides, voilà. Pardon. Toutes les machins là sur les boulevards, c'était 30e régiment là-bas. Je l'ai fait 3 jours, et puis ils ont constaté que ça va très bien. Arménien, bulgare, turc, Oui, ça ils va. avaient Mais pas beaucoup je n'ai pas de d'interprètes. diplôme français. Ah ouais. Alors je ne pouvais pas. C'est pour des interprètes dans l'armée. Ouais. Alors ils m'ont envoyé à l'école militaire. Comme j'avais dit aussi que je monte à cheval. Effectivement, en Bulgarie, il y avait Ah à ouais, cheval. Oui. Qui ne savait pas. Pas monter à cheval. C'est bon, Marie, c'est l'eau. Alors donc à l'école militaire, alors là, j'étais dans la cavalerie. Pendant plusieurs jours, j'étais dans la cavalerie. Ils ont constaté que cavalerie aussi, il faut être officier, Ah oui, il etc. faut bien obtenir, il faut aller Non, au cadre noir. J'étais un bon cavalier, mais Ouais, pas ouais. un cavalier. Classique. Ouais. Alors après, on m'a envoyé dans un régiment d'artillerie lourd. Voilà. Ah ouais. Voilà, dans l'Eure-et-Loire, de 155 lourds. Et puis là-bas, c'était hippo, à cheval, puisque la cheval, je connais. Et là-bas, on a fait des concours de Le saut. de course à pied, sport, etc. Et je suis devenu le champion, le meilleur coureur de mon régiment. Le meilleur Dans jockey, l'Eure-et-Loire. Non, pas jockey, non, course à Ah, à pied. pied. Vous faisiez de la course à pied après. Voilà, au régiment. Ah ouais. Alors, le colonel. mais bien, alors là, ensuite, j'ai demandé changement de De régiment. changement de régiment. Mais avant le changement, le colonel il m'a dit ben, il y a un il va y avoir une course de marathon, championnat de France et colonie à l'époque. Ils m'ont envoyé à Saint-Germain-en-Laye, ici pas loin. Et là, c'est à l'époque Daladier était ministre de la Défense, de la guerre, on Ouais, l'appelait la à guerre, l'époque. ouais. Et je courais avec à peu près 2000 coureurs. Avec ces 2000 coureurs, bon, ben, il y avait Mimoun aussi à l'époque. Oui, oui, Ah Oui. oui. Oui, moi je suis devenu 125e, il y en a à partir de 300-400, les autres ils sont tous abandonnés. Voilà. Après ça, mais c'était bien, il fallait faire les 42 km. Sans être. Alors j'ai demandé le changement de machin, il m'a accordé tout de suite, oui mon garçon, allez-y, on a besoin de... Et je suis alors incorporé à Vincennes. L'artillerie lourde, cette fois-ci, tout le régiment le plus moderne militairement, c'était là. Voilà. Alors là, je suis devenu pointeur. Le pointeur, vous savez, c'est lui qui s'assoit ouais, sur qui le canon. règle, Mais des gros canons. Qui hein. règle la hausse et Voilà, tout. puis l'officier me commande les numéros et puis j'arrange, je vois. Enfin, bref. 1938. 1938, c'est la mobilisation. 1939, on va vers le front. Je vais vers le front, vers Quel la régiment vous étiez? 182e régiment d'artillerie lourde. Voilà. Tracté. Et vous avez été où alors? Vous avez été vers l'Est? Vers l'Est, voilà, on a monté, on a été vers, au bord de la Sarre, dans les Ardennes, etc., tout ça, Sarre-Union, etc., tout ça. Alors là-bas, donc, avec avez de drôles de attendu? guerre, hein, et puis après, bon, il y avait l'attaque, et puis nous étions juste le front où le 10 mai, l'attaque allemande a commencé. Alors là, on a vraiment bombardé, nous, Sarrebruck, tout ça, on a très bien bombardé, mais l'artillerie, les chars allemands, Ils étaient très rapides. ils sont approchés. Voilà. Moi, je vis les Allemands, l'autre côté de la Meuse, ils étaient avec des chars, ils ne tiraient pas encore, mais ils nous voyaient de loin qu'on se sauvait. Voilà. À l'artillerie, il faut qu'ils s'en aillent plus vite. Ah ben, il faut aller. Alors, je me suis trouvé, avec la retraite, je me suis trouvé à Nîmes. Parce que c'est le dépôt de l'artillerie là-bas. À Nîmes, j'étais démobilisé, j'ai resté 3 mois à Nîmes.
Mais pendant ces 3 mois-là, j'ai visité La région. Oh, bah oui. Ça vous a rappelé un peu la Je- Bulgarie. Et puis j'étais un très chercheur déjà à l'époque. J'étais fouineur comme maintenant. Je cherche et puis je découvre des choses. J'ai découvert des choses. Ça, c'est maintenant. Mais ça ne va pas avec ce que je raconte. Et puis, et je rentre à Paris. Qu'est-ce que je vois à Paris? Les fenêtres sont fermées, les volets aussi, les Français on ne les voit pas, tout est calme, c'est à peine si vous entendez les oiseaux, et encore. Sur les Champs-Élysées que je connaissais avant, il n'y avait que des Allemands. chars, des camions qui descendent, qui montent, des officiers, et tout ça, ils se promènent là-bas, mais des Français, je ne vois pas. De temps en temps, un petit volet, peut-être. Peut-être. Voilà, je raconte dans mon. J'ai déjà écrit ce livre, j'ai déjà écrit ce livre-là, moi, le premier. Mais j'écris, maintenant j'écris une autre, plus importante. Parce que ça, c'est. J'avais pas autant de documents. Mes documents sont simplement ce que j'ai vu, Oui, ce oui. que j'ai cru que j'écris. C'est la vérité, ce qu'on a fait, C'est un témoignage. mais il y a une chose. Jusqu'à ce jour-là, on parlait de MOI ou des trucs comme ça. Je constatais après que nous n'étions pas, notre groupe n'était pas MOI ni rien. C'était simplement la première armée secrète qui était conçue par Jean Moulin et on dépendait de Londres. Voilà. Ça, je l'ai su après. Et plus je cherchais, mais plus je cherchais, comment je pouvais chercher après? Beaucoup mieux. C'est parce que il y a eu une histoire des fusillés, de nombre des fusillés, etc. Et j'avais écrit aussi un autre livre encore, c'est les fusillés du Mont Valérien. Enfin, je vous le montrerai tout à l'heure. Là-dedans, j'explique qu'il y a eu tant de fusillés parce que Mont Valérien, etc. Enfin, je donne des explications, etc. Il y a eu une bagarre entre M. Klasfeld, je ne sais pas si vous avez entendu parler, M. Klasfeld, qui voulait réduire un peu les Français pour montrer un peu plus les Juifs. C'est un peu dégueulasse parce que le nombre de Juifs qui sont morts, ils restent toujours pareils et ça ne change absolument rien parce que eux, ils n'ont pas fait de résistance, ils savent parce que c'est la fraternité entre les hommes de différentes nationalités. Enfin bref, il y a eu des bagarres, tout ça. Alors le ministre à l'époque, c'était qui? À l'époque, c'était encore secrétariat d'État aux anciens combattants. Ah ben, je vais vous donner quelque chose, vous verrez un peu. Okay, il y a ça à dire. Il m'a convoqué dans son cabinet. C'est rare que directement dans mon. Alors je suis allé, il dit, ah monsieur Tchakari, il dit voilà, j'ai lu votre livre et il me semble que vous connaissez pas mal de choses. Et puis comme je vais former une commission. Une commission. Et dans cette commission-là, on va discuter pour voir si M. Kalsfeld, etc. Enfin bref, j'ai compris. Bon, alors c'est comme ça que voilà. Et il dit, je serais heureux que vous veniez ici. Il dit, c'est moi qui va la première réunion, c'est moi qui va gérer, etc. Bon, bref. Bon. Alors j'ai été au ministère. Rue Bellechasse. Et puis là-bas, j'ai vu qu'on était 32 officiellement membres de ce. Et ensuite, bon, mais il fallait des historiens qui s'occupent pour faire des recherches sur le nombre des fusillés du Mont Valérien. Voilà. Alors, dans les 32, donc, il y avait un rabbin qui n'avait rien à faire là-dedans. Ben, on l'a imposé. C'est M. Klasfeld, bien sûr. Et puis le secrétaire de M. Klasfeld, qui est décédé aujourd'hui, et puis un autre, une dame. Ils étaient 3. Les autres, c'était des anciennes ministres du général de Gaulle. Il y avait des généraux, il y avait des grandes personnalités, historiens, militaires, tout ça. Il y avait des généraux. Il y a le gouverneur de Paris, général Simon, s'appelait à l'époque. Enfin, tout ça. Et puis, pour nommer, personne n'est au courant aussi bien que moi pour les fusillés, puisque moi j'ai vécu. Oui, j'ai vu. Alors bon, ils m'ont élu comme historien. Historien. Ils ont élu en même temps M. Badinter,
Monsieur Triboulet, ancien ministre des anciens combattants De Gaulle. de Ouais. Gaulle, et puis une femme juive et le secrétaire de Classefeld. Bon, bon, ça allait, bon. Mais ensuite, quand on a commencé à rechercher, ben, moi, immédiatement, je trouvais parce que j'avais j'avais une carte spéciale, là, par le ministère, comme quoi je pouvais aller et, au nom du ministère, faire des recherches. Et puis, seulement, les recherches dans les... Il y avait les archives de la police, les archives au ministère de la Défense, les archives aussi du ministère de la Justice, parce que la justice avec oui. les Allemands, tout ça, etc. Bon, moi je courais partout, j'ai été beaucoup plus actif, et puis j'apportais les documents, etc. Voilà. Mais c'est pendant ce temps-là que j'ai découvert aussi autre chose, beaucoup d'autres choses que c'est difficile À mettre voilà. en Et avant. puis il y a des choses que je n'ai pas le droit non plus De dire, oui. de dire parce que non, parce qu'il y a des règlements, parce que je dépasse mes prérogatives. Telle chose, c'est déjà ouvert pour les chercheurs, mais telle chose, non, pas encore. Il faut encore attendre 20 ans, ou d'autres à 30 ans, 50 ans. Il y a eu des choses jusqu'à 150 ans qu'on pouvait. Oh là là, ouais. Ah oui. Alors il faut connaître ces lois, il faut apprendre, j'apprenais très très vite. Et puis quand je venais faire mes conférences au ministère, je disais, pour combien compte rendu, ils ont trouvé que... Bon, alors maintenant, il y a l'abbé Stock, vous avez entendu parler, l'abbé Stock, c'est l'aumônier allemand qui accompagnait les condamnés à mort qui vont être fusillés au Mont Valérien. Alors, il était un homme très de cœur, et puis d'abord, il était contre ce fascisme, etc., parce qu'il il trouvait qu'un peuple aussi civilisé que l'Allemagne et la France, Faire ça, ils sont en train de s'entretuer, et puis il aimait beaucoup la France, parce que lui, il a été canonné, comme, enfin pas canonné, abbé en France. Béatifié. Béatifié, voilà, c'est ça, en France. Et il écrivait très bien le français. Il a écrit même des livres sur des régions en France, surtout côté breton. Et puis il savait très bien dessiner. Et cet homme-là, chaque jour, je l'ai ici, hein, les documents sont là. Tout ce qu'il y a de documents ici, c'est pas grand-chose, mais Oui, il y a de quoi faire. oh, Ouais. vous pouvez pendant des années regarder, vous ne finirez pas. Il y en a tellement, il y en a encore de l'autre côté. Alors, il fallait aller en Allemagne chercher les carnets secrets de cet abbé qu'il a écrit les fusillés, les noms, etc. Alors, pour aller qui? Alors, on demande qui allait. Alors, avant de passer, en voilà que Triboulet, qui était à côté de moi, le ministre, l'ancien ministre, il me dit, écoutez, qui peut être mieux que M. Tchakarian? Et vous voilà partir. Alors, personne ne répondait, pas. Alors, vous êtes d'accord? Alors, tout le monde lève la main, sauf les deux ou trois. Oui, les juifs, là. Bon, ils ne voulaient pas que ce soit moi, parce que toute ma vie, j'ai combattu. Voilà. Non, parce que moi, je ne fais pas de cadeaux, moi. Je ne marche pas la combine, que ça soit. Non, vous pouvez mettre votre. Ça ne gêne pas, là. Hein. Voilà. Alors, je suis allé en Allemagne, à Paderborn. Paderborn, c'est le fief des catholiques allemands. Mais c'est où ça, Paderborn? C'est à côté de quoi? Vers Munich? C'est dans le sud de l'Allemagne ou quoi, non? C'est un peu dans le sud, oui. Parce que si elle est catholique, ou en Rhénanie, hein, parce que Oui, c'est là ça doit être la Rhénanie, oui. Ouais. Vers Voilà. Koblenz ou Köln ou un truc comme ça. Oui, c'est ça, voilà. Voilà, Koblenz, ouais. C'est presque le centre, mais plutôt un peu vers le sud, voilà. Alors j'étais là-bas, bon, ben, avec un ordre de mission. Un ordre de mission que quand je passais en France, n'importe où, caserne, militaire, gendarme, policier, ils me saluent, ils s'occupent de moi. Je peux coucher dans une caserne, manger avec eux. Voyez-vous, tout est comme ça. On doit m'aider pour faire ma mission. Voilà. Ouais, mission, ouais. Et pour faire la mission, en plus, comme j'étais nommé sous-lieutenant pour ce que j'avais fait dans la guerre. C'est ça. Alors,
voilà que j'arrive à Paderborn. On me reçoit avec les honneurs comme si j'étais un ministre. Et le pauvre immigré, ancien immigré que j'ai travaillé devant les Ouais, flics, ben bon. maintenant tout le monde me salue, etc. Ça fait un peu drôle, vous savez. Mais enfin, j'ai gardé mes prestations, alors je dis du moment que je suis. Mais je suis devenu historien privilégié de cette commission sans que, Sans rien demander à personne. sans que j'aille apprendre le français Oui, en plus. et sans que avoir les qualités d'un. Les Oui, mais compétences. ça, Je n'ai bon. pas, mais moi, et puis c'est au journal officiel, hein, c'est un décret. Ouais. Mon nom est marqué, voilà. Alors je dis, mais il faut que j'apprenne beaucoup de choses pour que je réponde maintenant aux gens, parce que plus tard ils vont me poser des questions, il faut savoir. Alors je lisais sans arrêt les guerres napoléoniennes, vous pouvez me demander maintenant, je connais par cœur. Hein. Voilà, l'histoire de France. Et j'avale sans arrêt, et même encore aujourd'hui. Et alors quand je viens, oh là là. Après j'étais aussi à Berlin, après j'étais en Angleterre. Et c'est un peu très difficile avec eux. J'étais au Danemark. Alors, des journalistes qui viennent de toute l'Europe. Alors, le ministère m'envoie ici. Il vient ici. Et puis, parce qu'ils ne savent pas quoi répondre, les questions qu'ils posent. Alors, moi, j'arrive à me débrouiller. Et ensuite, il y a beaucoup de veuves, beaucoup de Français qui ont perdu leurs parents, etc. Ils veulent savoir. Quand ils vont au Mont-Valérien, les gardiens, ils disent ah, ben, il y a quand même monsieur que c'est pas la peine. Et ils ont écrit au ministère, mais ils ne répondent pas. Alors les gardiens, ils me connaissent très bien maintenant, même encore aujourd'hui. Alors ils ont dit ah, écoutez, je vais téléphoner à monsieur Tchèque, s'il veut bien vous recevoir. Il me téléphone. Je dis oui, dites à ce monsieur-là qui me téléphone ou qui m'envoie une lettre. Voilà. Et c'est comme ça que les gens, ils venaient, des veuves, tout ça. Des gens, par exemple, la veuve de monsieur. Euh, comment il s'appelle? C'est lui qui gérait le service secret, les premiers services secrets de. Rémi, le colonel Rémi. Non, colonel Rémi, non. Oh, je vous dis que bientôt, hein, je vais commencer. mais oui. Saint-Jacques, voilà. Le groupe Saint-Jacques, comte d'Étienne d'Orme, était dans ce groupe. Comte d'Étienne d'Orme qui a été arrêté, etc. Donc, la veuve de Saint-Jacques, qui était le chef de ce réseau, il était fusillé aussi au Mont-Valérien. Il venait ici, il m'embrassait comme si j'étais son frère. Et puis au Mont-Valérien, quand j'allais, il y avait des cérémonies. Tous les veuves, tous les machins, des enfants, ils venaient autour de moi. Même la fille et les petits-enfants de comte d'Étienne d'Orme, tous ils venaient. Ah, vous savez, ce monsieur, il a été résistant comme grand-père. Ah, il faudra. Oh, et puis venez m'embrasser, tout ça. Et puis je suis inondé. Jusqu'à aujourd'hui, monsieur, je suis inondé. Vous savez où j'étais hier? J'étais hier de 5h jusqu'à 10h du soir. J'étais à Robinson. Vous connaissez Robinson? Ici, Robinson. Voilà. La maire députée nous a reçus. On a fait des grandes cérémonies. J'étais obligé de raconter un peu ce que je fais, etc. Enfin, bref. Avant-hier, c'était pareil. Encore un peu avant, j'étais à la télévision Arménie, directement avec l'Arménie. Je voyais l'Arménie. C'est vrai? Oui, c'est ça. Ils vont venir demain matin encore. Ici, voilà. Encore avant, j'étais 2 fois à Choisy-le-Roi pour faire des conférences avec le film de Guédikia. J'ai fait plusieurs conférences dans Seine-et-Marne et télévisées directement pendant que. Voilà. Plus en plus, je deviens exigeant aussi. Je dis, si vous appelez la télévision parce que les radios, tout ça, et les journalistes, sinon, c'est pas la peine, monsieur. C'est pas juste aux enfants que je vais raconter. Je veux que toute votre commune, tout le monde entend. Et puis ça marche comme ça, très bien, ils viennent. Je dis, quand vous direz que c'est monsieur Tchakari, il va faire les conférences, et puis je donne ma carte, alors là, ils viennent. Et puis je fais que des conférences. Ça fait exactement 50 ans, et puis presque 60 ans, Que vous témoignez. que j'écris, je témoigne, etc. Je travaille et dans le ministère et à l'extérieur, etc. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes encore
vous êtes encore le dernier pour le moment. Ben ok, Mais oui, je sais. j'ai fait à peu près, j'ai fait pas loin de 200 conférences dans toute la France. Donc à Marseille, Lyon, Partout, je ouais. sais pas, partout, sauf Avignon, je suis jamais venu. Mais je suis allé à Avignon. Hein, Voir le pont. j'ai vu une petite partie là des ponts là qui étaient Et démolis. Toulon. Hein? Moi je suis de Toulon, mais Vous êtes c'est Toulon. mon petit-fils qui habite à Avignon. Mais c'est pareil, je parle n'importe comment à votre petit-fils. Ben, mais c'est voilà. aussi Voilà. important qu'à moi. Voilà. Alors, voilà. Alors, voilà, nous sommes arrivés là, messieurs, voilà. Alors, donc, j'ai fini la guerre et j'ai fini la, la Ben, résistance. vous êtes rentré à Paris, vous nous avez dit tout Alors, était cloisonné. c'est ça, voilà. Donc, les premiers appelés, depuis 42, on attendait pour rentrer dans les francs-tireurs. On croyait que c'était les francs-tireurs, on est rentré, etc. Au début de 1943. Mais en vérité, entre-temps, Jean Moulin avait organisé, avait réuni tous les réseaux, Oui, tous les non, réseaux, et il a fait l'unification. Dans cette unification, tous les partis politiques, ainsi que le Parti communiste aussi, parce que là, il ne peut pas dire non, j'ai Et les des documents. syndicats et tout, oui, oui. Les syndicats, etc., les réseaux, tout ça, ils ont Regroupés. signé, ils ont accepté l'unification. Et dorénavant, il y aura un seul, il n'y aura pas de réseau, il y aura une seule armée, l'armée secrète ou l'armée de libération. Et il sera commandé par un chef seulement, c'est le général Delestrin. Bon, Delestrin, malheureusement, il a été après arrêté. Mais ça ne fait rien, on a mis quelqu'un d'autre après, certainement. Bon, mais tout ça, tout ce que je vous dis maintenant, j'ai appris après la guerre. Quand j'ai eu cette machin, droit d'aller dans n'importe quel machin, directeur parlait, puis je voudrais voir aussi ça, oui, ça, oui, monsieur, mais vous signez un machin. Bon, je signe et puis je regarde. Voilà. Et quand je viens chez moi, je copie. Voilà. Et ça s'est passé des trucs comme ça. Ensuite, une fois que donc, mes camarades ils ont été arrêtés, on a fait à peu près 115 attentats. Mais vous le connaissiez d'où? Vous l'aviez connu où, Manouchian? Manouchian, je connaissais déjà avant la guerre. La seule personne que je connaissais. Oui. Les autres, je ne connaissais pas. Mais vous le connaissiez d'où? De vos familles ou quoi? Non, 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 non. À Paris, il était aide à l'Arménie. Oui, Il y avait une association aide à l'Arménie. Ok. Oh, voilà, Ayastani, Ayastani Oknoutian Gomide, voilà. comme idée, voilà. Il y avait ça, Faisait partie parce de qu'il y avait ça. la famine en Arménie. On a envoyé De l'argent du et tout. sucre, du sucre, non, plutôt, non, non, pas d'argent. Les Du aliments. sucre, du lait Nestlé Oui. Nestlé Pour que les de- bébés, pour les bébés. pour les bébés, c'est ça, surtout pour les enfants qu'on a envoyés. Il y avait la famine en 1933, 34, 35. C'est Ben clair, oui, on a parce marqué. que la... Voilà, Oknoutian. Alors, bon. Et avec c'est lui, là que vous l'avez connu. ouais, oui, c'est ça. Et quand on est rentré les premiers, nous, deux Arméniens, c'est nous, que le service, on appelait ça comité de coordination, Ouais. il est de Londres, il est venu à Paris, rue de Four, et là-bas ils ont pris la décision. Moi j'étais pas à cette réunion, hein, mais Manouchian il était, et puis il y avait d'autres personnes qualité. Seulement c'est Manouchian qu'ils ont choisi pour organiser la nouvelle section de l'armée secrète. Mais ça reste secret. Personne ne le savait. À part Manouchian, personne ne le savait. Mais il ne me l'a pas dit non plus à moi. Il ne l'a pas dit non plus à personne d'autre. Ah ben, il ne pouvait pas le dire. Parce que c'est une service secrète qui était la BCRA, le service secret de général de Gaulle, et le service secret anglais. SOE. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Alors, donc, on était appelé vers le mois de avril, et il fallait faire, avant de commencer à avoir confiance, par exemple, au premier Tchakarian et Manouchian, il fallait montrer un peu votre Ses capacité. Voilà, ces preuves. Les preuves, qu'est-ce que c'est? Il faut attaquer les Allemands. Ouais. Et après, on verra s'ils Si on te s'ils prend. ont fait tout ça, on le prend. Voilà, c'est comme ça. Et puis voilà que un jour, on a rendez-vous avec un nommé Marcel Reimann, qui avait 18 ans et demi, Ouais, mais lui, il avait déjà fait des escarmouches dans le temps, il avait l'habitude. C'est un juif polonais.
18 ans et demi. Drive. Voilà. Alors, rendez-vous sur le pont Henri IV, le troisième niche, tous les trois. Il me dit, tu t'appelles? Il a dit, ben, je ne sais pas dire Henri IV. Il était là, je le voyais déjà. Et puis j'ai dit, ben, je m'appelle Charles. J'ai dit comme ça par hasard. Après, ça ressemble un peu à Charles de Gaulle aussi, mais je ne savais pas. J'ai dit Charles comme ça par hasard, parce que c'est ça qui est venu. Bon, Charles, bon, alors, voilà, Charles, je vais vous amener à un endroit. Ben, il nous a amenés avec le métro, tout ça, à Valois-Perret. C'est une banlieue ici. Et puis, c'était le matin, avant 8 heures, on a attendu. Il y a une vingtaine de feldgendarmes. Feldgendarmes, c'est la police militaire allemande, avec des plaques et tout ça. Voilà. Ils descendaient d'un petit hôtel là-bas, ils se mettaient en rang, et après Heinz-Wein, et puis il allait vers les usines qui étaient au bord de la Seine. Le Valois-Perret, il y avait des usines, là. C'est les usines Renault et tout, non? Il y en avait, oui, il n'était pas loin. Il y a beaucoup d'usines là-bas. Alors il a dit, voilà. Alors toi, il dit, Charles, tu auras une grenade. Tu la jettes. On te montrera ce jour-là. On tire le machin. Ben, ne vous inquiétez pas, je connais. je fais la guerre, moi je connais beaucoup de choses. Voilà. Alors, bon, ça voilà. Et puis, quand ils serrent et quand ils disent Heinz, vai, et puis ils vont marcher, comme vous l'avez vu déjà l'autre jour, tu jettes juste au milieu et tu te sauves en arrière. Il y a Georges, parce que là, lui, il ne s'appelait plus Manichat maintenant, il s'appelait Georges. Georges, lui, avec un pistolet, il va te défendre. Et puis un peu plus loin, c'est moi, j'ai un pistolet aussi, je vais te défendre. Il dit. Alors, juste quand tu